Ton livre est une blague. S'est moquée ma mère, déchirant chaque page de mon rêve. 3 ans plus tard, elle a allumé la télé et a vu quelque chose qui l'a fait taire. Je m'appelle Amanda, j'ai 28 ans, et je n'oublierai jamais le bruit des pages déchirées une par une. 273 pages. 2 années de travail tard le soir pendant mes années de lycée et mes années sabbatiques. Mon premier manuscrit complet. Ma mère l'a détruit juste devant moi en me disant que mon rêve de devenir écrivain était une blague pathétique. C'est arrivé quand je lui ai dit que je voulais étudier la littérature à l'université, et non le droit comme elle l'avait prévu. Elle avait économisé 87 000 $ pour mes études, argent qu'elle a refusé de me donner à ce moment-là. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas effondré. Mon visage est resté impassible tandis que mon cœur se brisait en morceaux plus petits que les lambeaux de mes rêves éparpillés sur le sol. Plusieurs années plus tard, j'ai tenu ma promesse envers moi-même. J'ai publié mon premier livre et je lui ai finalement fait ravaler chacun de ses mots. D'où regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre localisation dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur les boutons j'aime et s'abonner si quelqu'un a déjà brisé vos rêves. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. En grandissant dans notre maison de la banlieue de Boston, tout ce que j'ai toujours voulu, c'était être écrivain. Ma chambre était remplie de journaux pleins d'histoires qui m'emmenaient loin de la réalité. J'ai commencé à 8 ans, créant des mondes où les gens étaient appréciés pour ce qu'ils étaient vraiment. Maman n'a jamais compris. Elle était Martha Preston, agent immobilier de premier plan avec une façade de famille parfaite à maintenir. Les écrivains ne paient pas les factures, Amanda, disait-elle chaque fois qu'elle me surprenait à écrire. Les avocats, si. Ce jour-là, je venais d'être accepté à l'université de Boston avec une bourse partielle pour leur programme de littérature. J'étais aux anges. 20 ans et enfin prête à poursuivre ma passion après avoir pris 2 années sabbatiques à travailler dans une librairie locale pour économiser de l'argent. Maman avait d'autres projets. Je n'ai pas payé une école privée pendant 18 ans pour que tu gâches ta vie avec de la fiction, a-t-elle dit, sa voix assez tranchante pour couper du verre. J'ai posé mon manuscrit sur la table de la cuisine. J'ai écrit ça pendant mes années sabbatiques, en développant des idées que j'avais commanditées au lycée. Le professeur Wilson de BU l'a déjà examiné et a dit que c'était prometteur. Elle y a à peine jeté un coup d'œil. La promesse ne paie pas les prêts étudiants. La bourse couvre la moitié et j'ai économisé près de 12 000 $. Je peux. Ton père et moi avons mis de l'argent de côté pour une éducation convenable. Droit, médecine, commerce, pas ça. Elle a pris mon manuscrit. Mon bébé. 2 ans de travail. Je n'oublierai jamais son expression. Pas de la colère, mais quelque chose de pire. Du mépris. Maman, s'il te plaît, non. Le premier déchirement m'a transpercé comme une douleur physique. Page après page, déchiquetée entre des doigts manucurés. Mes personnages, mon monde, détruit aussi facilement que du papier de soie. Ce petit passe-temps à toi, c'est une blague pathétique. Il est temps de grandir. Je suis resté là, figé. Chaque déchirure dans le papier résonnait dans ma poitrine. Quand tu seras prête à être sérieuse au sujet de ton avenir, l'argent sera là pour la faculté de droit, pas pour ces bêtises. L'ironie? Elle venait de me donner le meilleur matériau d'écriture de ma vie. Une douleur authentique. Je comprends, ai-je dit, la voix stable malgré l'ouragan en moi. Je me suis penché, j'ai ramassé une seule page déchirée et je l'ai glissée dans ma poche. Non pas comme un rappel de la défaite, mais comme une promesse. Elle pensait que mon histoire était finie. Elle ne faisait que commencer. J'ai nettoyé le désordre, son désordre, pendant qu'elle regardait avec satisfaction. Elle ne savait pas que j'avais déjà sauvegardé mon manuscrit numériquement. Oui, même les rêveurs pathétiques savent comment fonctionne la technologie. Surprise, maman. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. J'ai planifié, postulé à toutes les bourses que je pouvais trouver, recherché des prêts étudiants, tracé un avenir que ma mère ne pouvait pas déchirer. Je savais que le chemin serait plus difficile sans leur argent, mais certaines choses valent la peine de se battre. Et la rancune. La rancune est un sacré moteur. En grandissant, j'étais constamment comparé à mon jeune frère, Thomas. Alors que je devais avoir des notes parfaites, il était célébré pour avoir obtenu des C++. Quand j'ai obtenu une bourse partielle pour l'université d'État, mes parents l'ont à peine remarqué. Quand Thomas a intégré l'équipe de football du lycée,
Ils ont organisé une fête surprise. La différence de traitement était claire comme de la vodka, mais 2 fois plus amère. Thomas sera avocat comme ton père, disait fièrement ma mère, même quand il ne montrait aucun intérêt pour les études. Mon père, Robert, était un avocat d'affaires renommé, toujours en voyage, toujours dans des réunions importantes, toujours absent lors des moments cruciaux de ma vie. Il déléguait toutes les décisions familiales à ma mère, préférant rester à l'écart des « problèmes domestiques », comme il les appelait. Moi, en revanche, j'écrivais des histoires depuis l'âge de 8 ans. Des carnets remplis de mondes que je créais. Mais pour ma mère, ce n'était qu'un passe-temps idiot. « As-tu vu le touchdown de Thomas le week-end dernier ?» demandait mon père lors de nos rares dîners de famille, sans prendre la peine de s'enquérir de mes scores parfaits au SAT ou du concours de nouvelles que j'avais gagné. Je souriais et passais les pommes de terre. « C'était super, papa. » Ma mère rayonnait en regardant Thomas. Le coach dit qu'il pourrait obtenir une bourse sportive. C'est merveilleux, disais-je. Les mots, appris et creux. La nuit, j'écrivais dans mon journal sur des familles qui se soutenaient mutuellement de manière égale. De la pure fiction, apparemment. La remise des diplômes du lycée est arrivée. J'étais major de promotion. Mes parents sont venus, mais sont partis immédiatement après mon discours pour assister au match de baseball de Thomas. Ils n'ont même pas entendu mes remerciements à mon professeur d'anglais, le seul adulte qui encourageait mon écriture. Désolé, ma chérie, mais Thomas a besoin de nous dans les gradins, a dit maman, se dirigeant déjà vers la sortie. De grands recruteurs sont là aujourd'hui. Je suis resté seul dans ma toge et mon mortier pendant que d'autres familles prenaient des photos et célébraient. Madame Jenkins, mon professeur d'anglais, s'est approchée de moi. C'était un beau discours, Amanda. Merci. J'ai tortillé le pompon de mon mortier. Je suppose que mes parents avaient un endroit plus important où être. Elle m'a serré l'épaule. C'est leur perte. Tu vas faire des choses extraordinaires. Je voulais la croire. Pendant mes 2 années sabbatiques, je travaillais chez Brookline Books le jour et j'écrivais la nuit. Le manuscrit grandissait page par page, une histoire sur une fille qui découvre des mondes magiques à l'intérieur de livres anciens. J'y ai tout mis. Mes espoirs, ma solitude, mon désir d'évasion. Ma patronne, Eleanor, lisait les chapitres au fur et à mesure que je les terminais. Il y a quelque chose de spécial là-dedans, Amanda. Un vrai cœur. Pendant ce temps, Thomas a échoué à 2 cours, mais a quand même été célébré quand il a été accepté dans l'alma mater de papa grâce à une admission préférentielle. Ils l'ont emmené chez Morton's Steakhouse. Je l'ai appris via la publication Facebook de ma mère. Si fier de notre futur avocat. J'ai trouvé un gâteau à moitié mangé dans le frigo avec un post-it. Félicitations pour la promotion à la librairie. C'était la mauvaise promotion. J'avais été accepté au programme de littérature de BU, pas promu à la librairie. Ils ne se souvenaient même pas de ce que je leur avais dit la semaine précédente. Tu devrais dire quelque chose, a suggéré Eleanor quand je suis arrivé au travail l'air abattu. À quoi bon? J'ai arrangé les nouveautés sur la table d'exposition. Ils ont déjà décidé qui est la star de la famille. Et qui a décidé que tu ne pouvais pas briller de toute façon? Ces mots m'ont marqué. J'ai terminé mon manuscrit cette nuit-là, tapant la dernière phrase à 3h47 du matin. 273 pages de pure détermination. Je l'ai imprimé le lendemain à la librairie, j'ai dépensé 27 $ pour un joli classeur, et je l'ai ramené à la maison pour le montrer à mes parents. C'est là que ma mère l'a déchiré page par page. C'est là que j'ai finalement compris que je ne serais jamais assez bien pour eux. C'est là que tout a changé. Même après que ma mère a détruit mon manuscrit et refusé de financer mes études de littérature, j'ai continué à essayer de gagner l'approbation de ma famille. Je leur rendais visite tous les dimanches, j'apportais de petits cadeaux lors d'occasions spéciales, j'aidais ma mère à faire les courses, j'apprenais à mon père à utiliser son ordinateur les rares fois où il était à la maison. Pendant 4 ans, je me suis réveillé à 5h du matin pour étudier, j'ai travaillé comme barista l'après-midi, j'ai écrit des scénarios publicitaires en freelance les week-ends, et j'ai accepté des contrats de relecture en ligne chaque fois que je le pouvais. J'envoyais des cartes d'anniversaire, j'appelais pendant les vacances, et j'ignorais les commentaires désobligeants sur mon choix de carrière. Quand vas-tu trouver un vrai travail? Demandait ma mère chaque fois que nous nous voyions. Et je souriais, j'avalais ma fierté, et je lui montrais mes excellentes notes, qu'elle regardait à peine. Mon père hochait simplement la tête, vérifiait sa montre et retournait à son bureau.
J'ai maintenu cette routine pendant 4 années exténuantes d'université, travaillant comme barista tout en jonglant avec la rédaction de contenu freelance et la relecture en ligne, écrivant entre les services, pendant les pauses déjeuner, dans le bus, dormant 4 heures par nuit, et survivant avec des nouilles instantanées et un café si amer qu'il pourrait faire grimacer un citron. Tout en regardant Thomas abandonner 2 facultés de droit, mes parents lui trouvant des excuses à chaque fois. La faculté de droit est très exigeante, disait ma mère. Thomas a juste besoin de trouver la bonne voie. La bonne voie incluait apparemment une nouvelle voiture après chaque échec. Achetée avec l'argent de mes études. J'ai besoin d'un moyen de transport pour les entretiens, me disait-il, les clés de sa dernière BMW pendant à ses doigts. Pendant ce temps, je roulais sur un vélo avec un dérailleur cassé à travers les hivers de Boston. Le professeur Martinez, ma directrice de thèse, a remarqué les cernes sous mes yeux un jour. « Amanda, vous vous reposez assez ?» J'ai ri. Le repos, c'est pour les titulaires. Elle n'a pas souri en retour. « Votre écriture est prometteuse, mais vous êtes en train de vous épuiser. »« Je vais bien », ai-je insisté. Le même mensonge que je disais à tout le monde. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. « Vous savez, le succès est la meilleure des vengeances. » Qui a parlé de vengeance ? Vos histoires. Chaque protagoniste se battant pour la reconnaissance contre vent et marée. Ce n'est pas une coïncidence. J'ai regardé le manuscrit sur son bureau. Mon projet de thèse, un roman sur une jeune femme dont les capacités magiques sont rejetées par sa famille jusqu'à ce qu'elle les sauve tous. C'est juste de la fiction, ai-je marmonné. La fiction vient de quelque chose de réel, Amanda. Cette nuit-là, j'ai relu mon roman. Le professeur Martinez avait raison. Chaque histoire que j'avais écrite parlait de prouver sa valeur, de chercher la validation, de se battre pour une place. J'écrivais ma propre lutte encore et encore. Puis est arrivé l'email qui a tout changé. Le prix littéraire de l'université, la plus prestigieuse distinction pour les étudiants de dernière année. Mon roman avait gagné. Les mains tremblantes, j'ai appelé mes parents. Maman, j'ai gagné le prix littéraire de l'université. Ils vont publier mon roman de thèse dans leur presse. Silence, puis, c'est bien, ma chérie. As-tu entendu que Thomas a eu un entretien chez Jacobson et Meyer ? Le partenaire de golf de ton père a tiré quelques ficelles. J'ai fermé les yeux, compté jusqu'à 10. C'est une grosse affaire, maman. Seul un étudiant gagne chaque année. Eh bien, félicitations. Y aura-t-il de l'argent avec ce prix ? Tu sais, un vrai revenu ? Une petite allocation et la publication, ai-je dit, ma voix devenant plus basse. Eh bien, c'est quelque chose, je suppose. Oh, Thomas vient d'entrer. Veux-tu entendre parler de son entretien ? J'ai raccroché, fixant l'email de notification du prix. L'université organiserait une réception. Tenue de soirée, la presse serait là. Des personnalités littéraires locales. J'ai envoyé des invitations formelles à mes parents et à Thomas, manuscrites sur du papier cartonné crème. J'ai dépensé $178 que je ne pouvais pas me permettre pour une papeterie spéciale. Ils n'ont jamais répondu. J'ai appelé une semaine avant l'événement. Ma mère a répondu à la 4e sonnerie. Oh, le truc du prix. Je pensais que c'était juste une fonction scolaire. C'est le plus grand prix littéraire de l'université, maman. Eh bien, nous avons déjà des projets ce week-end. La baby shower de ta cousine Jennifer. Tu te souviens ? Je ne me souvenais pas parce que personne ne me l'avait dit. Je vois. Est-ce que papa est là ? Il prépare l'affaire Jensen. Des clients très importants. On ne peut pas le déranger. Bien sûr. J'ai assisté à la réception seul. Je portais une robe que j'avais trouvée chez Goodwill et que j'avais retouchée moi-même. J'ai souri pour les photos. J'ai serré la main du doyen. J'ai accepté le trophée de cristal avec grâce. Où est votre famille ? A demandé le professeur Martinez pendant la réception. Ils n'ont pas pu venir, ai-je dit, l'excuse habituelle sonnant creux. Elle m'a regardé un long moment. C'est leur perte, Amanda. C'est un travail exceptionnel. Après la cérémonie, j'ai pris le bus pour rentrer chez moi, le trophée enveloppé dans mon écharpe pour le protéger de la pluie. Dans mon minuscule studio, je l'ai placé sur mon bureau improvisé, une porte en équilibre sur 2 caisses. Aucun appel de félicitations n'est venu.
Pas de SMS, rien. J'ai fixé mon téléphone jusqu'à 2 heures du matin, puis je l'ai éteint. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'arrêterai d'attendre une approbation qui ne viendrait jamais. Avez-vous déjà accompli quelque chose de significatif pour ensuite voir les personnes qui devraient le plus s'en soucier le rejeter complètement? Dites-le moi dans les commentaires si vous vous reconnaissez. 3 mois avant ma remise de diplôme, j'ai envoyé des invitations à toute ma famille. J'avais économisé pendant des mois pour acheter de belles invitations personnalisées. La veille de la cérémonie, j'ai appelé pour confirmer que tout le monde serait présent. Oh, j'ai oublié de te le dire, a dit ma mère. Nous allons en Floride rendre visite à ta tante. Thomas a un tournoi de golf là-bas. Je suis restée silencieuse quelques secondes, essayant de comprendre. Mais c'est ma remise de diplôme. Vous êtes au courant depuis des mois. Ma mère a soupiré comme si j'étais irrationnel. Amanda, ce n'est qu'une remise de diplôme. Et ce n'est pas comme si c'était en médecine ou en droit. J'ai demandé si je pouvais parler à mon père. Il est en communication importante avec des clients au Japon. Il ne peut pas être interrompu. Cette nuit-là, j'ai reçu un court email de sa part. Désolé, je ne peux pas être présent. Affaire importante en cours de conclusion. Félicitations pour ton diplôme. Il ne m'a même pas appelé. 1 heure plus tard, à ma grande surprise, Thomas a appelé. Salut, Amanda. Je suis désolé pour ta remise de diplôme. Ce tournoi de golf est important pour les relations que papa veut que je noue. J'ai essayé de ne pas montrer ma peine. C'est bon, Thomas. Je comprends. Il a ri nonchalamment. De plus, je dois acheter une nouvelle voiture avec l'argent que maman a viré sur mon compte. Tu sais, c'est 87 000 $ qu'elle avait économisé pour nos études. Elle a dit que tu n'avais plus besoin de ta part puisque tu t'es débrouillée toute seule. Mon cœur s'est arrêté. 87 000 $ pour quelqu'un qui pouvait à peine réussir les matières de base alors que je travaillais 3 emplois pour payer mes études. Elle t'a donné l'argent de mes études? Ma voix semblait lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. La moitié a toujours été à moi, a dit Thomas, passant complètement à côté de l'essentiel. Mais ouais, elle a tout viré quand tu as décidé de faire ce truc d'écriture au lieu de la fac de droit. J'ai serré le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. Je vois. Ne sois pas fâché, Serette. Ce n'est pas comme si tu en avais besoin maintenant, n'est-ce pas? Tu as presque fini tes études. Presque fini avec 42 000 $ de prêts étudiants. Presque fini de faire des doubles services au café, d'écrire des textes publicitaires jusqu'à 2 heures du matin, et de relire des articles en ligne entre les cours. Presque fini de vendre mon plasma 2 fois par mois pour payer le loyer. C'est vrai, ai-je dit. Je n'en ai pas besoin. Cool. Alors, tu ne viens pas en Floride non plus, hein? Non, Thomas. Je serai à ma remise de diplôme, seul. Il a fait une pause. C'est nul. Mais bon, je te ramènerai un souvenir ou quelque chose. J'ai raccroché et je me suis assise sur mon lit, fixant le mur. Mon minuscule appartement m'a soudain semblé étouffant. 4 ans de sacrifice, et ma famille ne pouvait pas m'accorder un jour. 4 ans de lutte, et mon frère s'est vu offrir mon avenir sur un plateau d'argent. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma mère. N'oublie pas de nous envoyer des photos de la remise de diplôme. J'ai jeté mon téléphone à travers la pièce. Le lendemain matin, j'ai trouvé un email du professeur Martinez. Amanda, j'ai soumis ton roman de thèse à la maison d'édition Ashton. Mon ancienne étudiante y travaille comme éditrice. Pas de promesse, mais ton travail mérite d'être lu. À la remise de diplôme. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une lueur d'espoir qui n'avait rien à voir avec l'approbation de ma famille. J'ai ramassé mon téléphone là où il avait atterri sous mon bureau. L'écran était fissuré, mais il fonctionnait encore. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'au numéro de ma mère, mon pouce planant sur le bouton d'appel. À la place, j'ai envoyé un texto, je n'enverrai pas de photos. Je serai trop occupé à commencer ma vie sans vous. Puis, j'ai bloqué son numéro. C'était mesquin. C'était dramatique. C'était aussi la première fois que je me défendais en 22 ans. J'ai passé la journée avant la remise de diplôme seul, me promenant sur le campus que j'avais appelé ma maison pendant 4 ans. La bibliothèque où j'avais étudié jusqu'à la fermeture, le café où j'avais travaillé les matins,
le banc près de la rivière où j'avais écrit la plupart de mon roman. Assise là, regardant le coucher de soleil se refléter sur l'eau, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais jamais eu besoin de leur argent. Je n'avais jamais eu besoin de leur approbation. Ce dont j'avais besoin, c'était de croire en moi comme le professeur Martinez croyait en moi. La cérémonie de remise des diplômes était le lendemain. J'ai repassé ma seule belle tenue, j'ai arrangé mes cordons d'honneur, et j'ai pratiqué mon sourire dans le miroir. Félicitations, ai-je dit à mon reflet. Tu as fait tout ça toute seule. Pour la première fois, cela semblait suffisant. Le jour de la remise des diplômes, je me suis assise seule là où ma famille aurait dû être. Quand ils ont appelé mon nom en tant que summa cum laude, j'ai regardé les chaises vides. C'est alors que j'ai senti une main sur mon épaule. C'était le professeur Martinez, ma directrice de thèse. Je suis si fier de vous, Amanda. Votre manuscrit a un réel potentiel. Elle a été la seule à me faire une ovation debout quand j'ai reçu mon diplôme. Après la cérémonie, elle m'a serré dans ses bras et a dit « Ne laissez jamais personne diminuer votre talent, pas même votre famille. » C'était la première fois que quelqu'un validait ce que je ressentais. Je n'étais pas folle. Je n'exagérais pas. Le traitement que j'avais reçu était vraiment injuste. Merci, ai-je murmuré, retenant mes larmes. Pourquoi? Pour avoir dit l'évidence. Votre travail parle de lui-même. Elle m'a tendu une carte de visite. Mon ami chez Ashton Publishing veut vous rencontrer la semaine prochaine. N'osez pas minimiser votre roman. J'ai regardé la carte. Ils veulent vraiment me rencontrer? Oui. Et plus important encore, ils veulent lire votre manuscrit complet. L'afflux de validation était presque vertigineux. Je n'arrive pas à y croire. Commencez à y croire, Amanda. Ce n'est que le début. Plus tard, j'ai posté un selfie de remise de diplôme en ligne. En quelques minutes, mon téléphone s'est allumé avec un texto de Thomas. Belle photo. On passe un super moment en Floride. Maman dit félicitations. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je suis allé dans un restaurant voisin où d'autres diplômés célébraient avec leur famille. Je me suis assise au bar, j'ai commandé une coupe de champagne et j'ai regardé les parents serrer leurs enfants dans leurs bras, prendre des photos, rayonnant de fierté. Le barman a fait glisser mon champagne sur le comptoir. Félicitations, diplômé. Celui-ci est offert par la maison. Merci. J'ai levé mon verre vers lui. À de nouveaux commencements. Il a souri. À de nouveaux commencements. J'ai siroté mon champagne, savourant le moment doux amer. Réalisation sans témoin. Succès sans célébration. Liberté sans soutien. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un texto de ma mère. J'espère que tu passes un bon dîner de remise de diplôme. Nous sommes au Ritz-Carlton à Miami. Thomas a noué d'excellents contacts aujourd'hui. J'ai commandé une autre coupe de champagne. Au moment où je suis retourné à mon appartement, j'avais 3 appels manqués de mon père. Pas de messages vocaux. Typique. Si c'était assez important, il aurait demandé à son assistante de m'appeler. J'ai enlevé mes chaussures et je me suis effondré sur mon lit. L'étui du diplôme toujours serré dans ma main. 4 ans de sacrifice culminant dans ce moment de triomphe solitaire. L'appartement était silencieux, à l'exception du son lointain des célébrations à travers le campus. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé le manuscrit que j'avais révisé en fonction des commentaires du professeur Martinez. Un monde où les livres prennent vie, lisait la page de titre. Mon histoire, mon rêve, mon évasion. J'ai fait défiler les pages, me souvenant comment ma mère avait déchiré la première version, comment elle s'était moquée de mon ambition, comment elle avait choisi la médiocrité de Thomas plutôt que mon excellence, encore et encore. Pendant 3 heures, je suis resté assise là, à réfléchir à ce que je devais faire ensuite. La réunion d'édition était prévue pour mercredi. Mon bail se terminait vendredi. Mes prêts étudiants arriveraient à échéance dans 6 mois. Je pouvais rester à Boston, trouver un emploi à temps plein à la librairie, continuer à écrire à côté, continuer à essayer de plaire à une famille qui ne verrait jamais ma valeur. Ou je pouvais partir, repartir à zéro, devenir quelqu'un de nouveau. J'ai ri de l'absurdité de tout cela. Que ferais-tu, ai-je demandé à ma protagoniste comme si elle pouvait répondre depuis les pages. Que ferait Elisa quand sa famille ne pourrait pas voir la magie qu'elle contrôlait? Dans mon histoire,
Elisa les sauvait finalement tous, prouvant sa valeur par le sacrifice et l'héroïsme. Mais ce n'était pas de la fiction. Il n'y aurait pas de sauvetage dramatique, pas de moment de clarté où mes parents reconnaîtraient soudainement ma valeur. Pas de réconciliation en larmes où Thomas admettrait son privilège. La vraie vie ne fonctionnait pas comme ça. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis allé à la fenêtre. Le campus était illuminé de lumières de fête, des familles prenant des photos près de la fontaine, des amis se serrant dans les bras pour se dire au revoir. Alors, et maintenant, Amanda, me suis-je demandé. Que veux-tu vraiment? La réponse est venue avec une clarté surprenante. Je voulais réussir, non pas pour prouver quoi que ce soit à ma famille, mais pour me le prouver à moi-même. Je voulais écrire des histoires qui comptaient, qui touchaient les gens, qui vivraient au-delà de moi. Je voulais arrêter d'attendre l'approbation et commencer à l'exiger du monde. Si vous avez déjà eu à choisir entre plaire aux autres et suivre votre propre chemin, laissez un cœur dans les commentaires. Je veux savoir que je ne suis pas seul dans ce voyage. Cette nuit-là, assise dans mon petit appartement, j'ai relu le manuscrit que j'avais imprimé pour le montrer à mes parents. Une histoire sur une fille qui découvre un monde magique à l'intérieur de livres anciens. Je me suis souvenu du rire de ma mère quand j'ai mentionné que je voulais être écrivain. Un écrivain? Et combien d'écrivains connais-tu qui ne meurent pas de faim? J'ai pensé à toutes les fois où j'ai avalé mes mots, accepté d'être le second choix, me suis convaincu qu'ils avaient peut-être raison. Pendant 3 heures, je suis resté assise là, à réfléchir à ce que je devais faire ensuite. La réunion d'édition était dans 3 jours. Le bail de mon appartement se terminait dans une semaine. Le carrefour ne pouvait pas être plus clair s'il avait été peint en néon. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des appartements à New York. Si Ashton Publishing était intéressé par mon livre, je devrais être plus proche de leur bureau. Les prix m'ont fait grimacer, mais j'ai trouvé une annonce pour un colocataire recherché dans le Queens. 850 $ par mois, charges comprises. Encore cher avec mon salaire de barista, mais faisable si je prenais des services supplémentaires. Tu envisages vraiment ça, me suis-je dit, mi-question, mi-constat d'incrédulité. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Bonjour, Amanda. C'est Sarah Jenkins d'Ashton Publishing. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour appeler. Je me suis redressé. Non, pas du tout. Je viens de finir votre manuscrit et je ne pouvais pas attendre notre réunion. C'est un travail extraordinaire. La scène où Elisa découvre la bibliothèque vivante. A coupé le souffle. Mon cœur battait la chamade. Merci. Ça me touche beaucoup. Je veux avancer notre réunion. Pouvez-vous venir à New York demain? Nous aimerions discuter de représentation. Représentation? Ai-je répété, abasourdi. Oui. Nous pensons que votre roman a un potentiel important. Je l'ai déjà partagé avec notre équipe d'acquisition. J'ai jeté un coup d'œil à mon appartement à moitié emballé. Je peux être là demain. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans un silence stupéfait. Puis j'ai commencé à rire, puis à pleurer, puis les deux à la fois. J'ai réservé un billet de bus pour New York, partant à 6 heures du matin, j'ai fait une valise avec l'essentiel, j'ai envoyé un email à mon propriétaire pour rompre mon bail plus tôt, j'ai appelé le gérant de ma librairie et j'ai démissionné. C'était imprudent, impulsif, complètement différent de l'Amanda prudente et soucieuse de plaire que j'avais été toute ma vie. C'était magnifique. J'ai dormi exactement 3 heures avant que mon réveil ne sonne. Je me suis douché, habillé de ma seule tenue professionnelle, et je me suis dirigé vers la gare routière alors que le ciel était encore sombre. Dans le bus, j'ai regardé Boston disparaître derrière moi, la ville où j'avais lutté, étudié et survécu seul. J'ai ressenti un étrange mélange de nostalgie et de soulagement alors que la ligne d'horizon s'estompait au loin. 5 heures plus tard, je suis descendu du bus à Port Authority, le bruit et l'énergie de New York m'enveloppant immédiatement. J'avais 2 heures avant ma réunion. Juste assez de temps pour trouver la maison d'édition, calmer mes nerfs et revoir mes notes. Ashton Publishing occupait 3 étages d'un élégant immeuble de Midtown. Le trajet en ascenseur jusqu'au 17e étage m'a donné juste assez de temps pour avoir une crise de panique complète, puis pour me ressaisir. La réceptionniste a souri en m'approchant. Vous devez être Amanda Preston. Sarah vous attend. Sarah Jenkins n'était pas du tout comme je l'avais imaginé. Plus jeune que le professeur Martinez,
avec des cheveux bleus vifs et des tatouages visibles sous son blazer professionnel. Les murs de son bureau étaient couverts de couvertures de livres et de critiques encadrées. Amanda, ravie que vous ayez pu venir à la dernière minute. Elle a désigné la chaise en face de son bureau. Un café? S'il vous plaît, noir. Elle a souri. Une écrivaine jusqu'au bout des ongles. Alors, parlons de votre livre. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons discuté de mon roman, de mes influences, de ma vision de la série. Pas une seule fois elle ne m'a demandé pourquoi je voulais écrire au lieu de poursuivre une vraie carrière. Pas une seule fois elle n'a suggéré que mes rêves étaient irréalistes. Au lieu de cela, elle a esquissé des stratégies de marketing, a parlé de la conception de la couverture, a mentionné des narrateurs potentiels pour le livre audio. Nous aimerions vous offrir un contrat, a-t-elle finalement dit, en faisant glisser un dossier sur le bureau. Un contrat pour 3 livres pour compléter la trilogie que vous avez esquissée. L'avance est modeste, 15 000 $ par livre, mais nous croyons en votre travail, Amanda. J'ai regardé le contrat, incapable de parler. Vous n'êtes pas obligé de signer aujourd'hui, a ajouté rapidement Sarah. Emportez-le, examinez-le, faites-le vérifier par un avocat. J'ai pensé à mon père, l'avocat qui n'avait pas daigné assister à ma remise de diplôme. Je l'examinerai moi-même. Merci. Quand j'ai quitté Ashton Publishing 2 heures plus tard, j'avais un contrat signé dans mon sac, un chèque d'avance en cours de traitement, et un avenir complètement différent devant moi. J'ai trouvé un banc à Bryant Park et j'ai appelé le professeur Martinez. Ils m'ont offert un contrat, ai-je dit quand elle a répondu. Un contrat pour 3 livres pour ma trilogie des royaumes. Son rire ravi a rempli mon oreille. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Votre travail est exceptionnel, Amanda. Je suis si fier de vous. Je ne sais pas quoi faire maintenant, ai-je admis. Je viens de signer mon avenir sur une impulsion. Vous avez signé vers votre avenir, a-t-elle corrigé. Il y a une différence. Je dois trouver un appartement, un travail jusqu'à ce que l'avance arrive. Respirez, Amanda, une étape à la fois. New York a plein de cafés, et j'ai une ancienne étudiante qui a besoin d'une colocataire à Astoria. Laissez-moi passer un appel. Au coucher du soleil, j'avais une chambre à Astoria de réservée et une piste pour un poste de barista près de la maison d'édition. J'ai passé ma première nuit à New York sur le canapé de ma nouvelle colocataire, fixant le plafond, me demandant si je devais appeler mes parents. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai rédigé un email à ma mère. J'ai signé un contrat pour 3 livres avec Ashton Publishing. Mon rêve, celui que tu as qualifié de blague pathétique, est maintenant ma carrière. J'ai déménagé à New York. N'essaie pas de me contacter. Je ne l'ai pas envoyé. Pas encore. Certaines victoires méritent d'être savourées en silence d'abord. Le lendemain matin, j'ai pris 3 décisions qui ont changé ma vie. Premièrement, j'ai signé le contrat de 3 livres avec Ashton pour publier ma trilogie Realm Between Pages. Deuxièmement, j'ai accepté un emploi de barista près de la maison d'édition à New York, à 2000 miles de ma famille. Et troisièmement, j'ai bloqué les numéros de mes parents sur mon téléphone. Ce n'était pas facile. J'ai pleuré en faisant mes valises. Mais pour la première fois, je me suis choisi. Avant de partir, j'ai envoyé un email à ma mère. Merci de m'avoir montré exactement le genre de personne que je ne veux pas devenir. Ne t'inquiète pas de me chercher. Je serai occupé à transformer ma blague en réalité. Le minuscule studio d'Astoria est devenu mon sanctuaire. 600 pieds carrés de liberté. Le loyer consommait la plupart de mon salaire de barista, mais je m'en fichais. Chaque matin, je prenais le train pour Manhattan, je faisais mes services au café, et j'écrivais pendant les pauses et les soirées. Mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel de ma mère demandant où j'étais parti, pas de texto de mon père exigeant des explications. Même Thomas n'a pas cherché à savoir si j'allais bien. C'était comme si je n'avais jamais existé. Le rejet a piqué, mais il a aussi confirmé ce que j'avais toujours soupçonné. J'étais une pensée secondaire dans ma propre famille. Tu as l'air distraite aujourd'hui, a noté ma chef de service, Elena, environ un mois après mon déménagement. Tout va bien? J'ai levé les yeux du latte que je préparais. Juste fatigué, je m'adapte encore à la vie en ville. Elle m'a étudié en essuyant le comptoir. Ça n'aurait rien à voir avec les pages de romans que je t'ai vu griffonner pendant ta pause hier, n'est-ce pas?
Je me suis figé. Je ne néglige pas mon travail. Je jure que je n'écris que pendant les pauses. Elena a ri. Amanda, la moitié de nos baristas travaillent sur des projets créatifs. C'est presque une exigence du poste. Elle s'est penchée en avant. C'est bien? Je pense que oui, ai-je admis. J'ai déjà signé avec un éditeur. Je travaille sur les dernières révisions. Ses yeux se sont écarquillés. Pas possible. C'est incroyable. La plupart d'entre nous rêvent encore de ce jour. Pendant les 9 mois suivants, j'ai trouvé un rythme. Service du matin au café, après-midi à la maison d'édition pour des réunions, soirée à écrire dans mon minuscule appartement. J'ai terminé les révisions de mon premier livre et je me suis plongé dans le deuxième de ma trilogie. L'argent de l'avance a aidé à soulager ma pression financière, mais New York était cher. J'ai gardé le poste de barista, j'ai ajouté un peu de rédaction freelance à côté, et j'ai vécu frugalement. Quand mon premier roman, Realm Between Pages, est enfin arrivé en librairie, il y a eu peu de fanfare. Une petite présentation dans quelques librairies, une modeste soirée de lancement où la plupart des participants étaient du personnel de l'édition et des collègues baristas. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les gens ont commencé à le lire et ils ne pouvaient plus s'arrêter. Le mot s'est répandu sur les blogs littéraires. Des publications sur les réseaux sociaux avec des lecteurs tenant mon livre sont apparues quotidiennement. Les clubs de lecture l'ont ajouté à leur liste. 3 mois après sa sortie, mon éditrice a appelé. Amanda, on doit parler. Vos chiffres de vente sont extraordinaires. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le premier tirage s'est vendu en 6 semaines. Le deuxième tirage est presque épuisé. L'éditeur se dépêche de faire un 3e tirage avec le double d'exemplaires. Ça n'arrive pas avec les premiers romans. Je me suis assise, incapable de traiter ces mots. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Votre livre touche les gens. Ils tombent amoureux de votre monde, de vos personnages. Il y a déjà des fanarts qui circulent en ligne. Cette nuit-là, j'ai cherché mon nom sur les réseaux sociaux et j'ai trouvé des milliers de publications sur mon livre. Des lecteurs affirmant qu'ils ne pouvaient pas le lâcher. Des enseignants l'ajoutant à leur bibliothèque de classe. Des influenceurs littéraires créant des photos esthétiques avec des citations de mon histoire. 6 mois après sa publication, Realm Between Pages a atteint la liste des best-sellers du New York Times. 8 mois plus tard, les droits de traduction ont été vendus dans 12 pays. Au moment où mon deuxième livre était prêt, il y avait une véritable attente dans le monde littéraire. La suite, Realm Beyond Boundary, a débuté à la 3e place de la liste des best-sellers. Le 3e volet, Realm Awakened, à la 1re place. J'ai quitté mon emploi de barista, j'ai déménagé dans un meilleur appartement, j'ai commencé à recevoir du courrier de fans par sacs entiers. C'est arrivé si vite que ça semblait surréaliste. Un jour, j'étais une barista avec un livre fraîchement publié. Le lendemain, je répondais à des appels concernant les droits cinématographiques et les licences de produits dérivés. Votre trilogie a touché une corde sensible, a expliqué mon agent. Le thème de quelqu'un qui découvre la magie en lui-même quand personne d'autre n'y croit. C'est universel. J'ai pensé à ma mère déchirant mon manuscrit, à l'indifférence de mon père, à toutes ces années de lutte pour la reconnaissance. J'avais écrit ma propre histoire, transformée en fantaisie, et le monde l'avait adoptée. 2 ans après avoir déménagé à New York, je me suis assise dans une salle de conférence élégante pendant que des producteurs de cinéma présentaient leur vision pour l'adaptation de ma trilogie. Les chiffres qu'ils ont mentionnés m'ont donné le vertige. 7 chiffres, droits de merchandising, options de bande sonore. Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon journal pour la première fois depuis des mois. Aujourd'hui, une salle pleine de gens puissants se sont battus pour savoir qui allait porter ma blague pathétique à l'écran. C'est drôle comme les choses tournent. Après le succès de la trilogie, j'ai commencé à travailler sur un roman complètement différent, une histoire contemporaine sur la dynamique familiale et la recherche de sa propre voix. Mon éditeur a immédiatement proposé un autre contrat, désireux de capitaliser sur la reconnaissance de mon nom. J'ai pensé à contacter ma famille, à partager mon succès, à prouver que j'avais eu raison depuis le début. Mais j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de leur validation. Mes lecteurs m'avaient donné quelque chose de bien plus précieux. Ils croyaient en mes mondes, mes mots, ma valeur. Et c'était suffisant. Que pensez-vous qu'il arrivera lorsque la famille d'Amanda réalisera enfin son succès? Faites-moi part de vos prédictions dans les commentaires.
8 mois après avoir terminé ma trilogie, j'ai reçu un email de mon nouvel éditeur. Il voulait accélérer la sortie de mon roman indépendant, voyant l'élan que mon nom portait désormais dans le monde littéraire. L'avance était substantielle, le triple de ce que j'avais reçu pour mon premier livre. Cette nuit-là, après avoir signé le contrat, mon téléphone a sonné. C'était ma mère, utilisant le téléphone de mon père. « Amanda, ton frère a des problèmes à la fac de droit. Il a besoin d'aide pour certaines matières. Tu as toujours été doué pour l'écriture. » J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. « Maman, je viens de signer mon 4e contrat de livre. Mon nouveau roman sera publié l'année prochaine. » Silence à l'autre bout du fil. Puis, « C'est bien, ma chérie. Mais à propos de ton frère ?» J'ai interrompu. « Non, maman. Je n'aiderai pas. Thomas a 87 000 raisons d'engager un tuteur. » Le processus de publication de mon nouveau livre s'est déroulé à une vitesse sans précédent. Mon nom avait désormais du poids dans l'industrie. Les librairies précommandaient en quantité massive. Les droits étrangers se vendaient avant même que le manuscrit ne soit terminé. Pendant ce temps, les appels de ma mère se sont multipliés. Toujours depuis le téléphone de mon père, puisque j'avais bloqué son numéro. Toujours à propos de Thomas. Il échoue en droit des contrats. Il ne trouve pas de bon partenaire d'études. Son professeur est injuste. Jamais, comment vas-tu, Amanda, ou, parle-moi de tes livres. Après le 3e appel, j'ai arrêté de répondre. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, que je supprimais sans écouter. Ma concentration devait être sur ma carrière maintenant, pas sur le sauvetage de Thomas de sa propre médiocrité. Votre nouveau livre a besoin de nouvelles photos d'auteur pour la jaquette, a dit ma publiciste un après-midi. Le photographe veut faire la séance à Central Park mardi prochain. J'étais devenu plus à l'aise avec les aspects publics de la profession d'auteur maintenant. La transition d'écrivain invisible à auteur reconnaissable s'était faite progressivement avec le succès de chaque livre. Mes mots avaient mon visage attaché à eux. Les gens me reconnaissaient parfois dans les cafés ou les librairies. Ma mère pourrait voir. La pensée ne me terrifiait plus. La séance photo a été agréable cette fois. J'avais grandi dans mon personnage public. Le photographe a capturé quelque chose de différent maintenant. La confiance. La détermination de ma mâchoire. La fermeté de mon regard. Je ressemblais à quelqu'un qui connaissait sa propre valeur. Quand mes exemplaires d'auteur sont arrivés 3 mois plus tard, j'ai passé mes doigts sur mon visage sur la 4e de couverture, puis sur mon nom en relief sur la tranche. Voices in the Echo Chamber, par Amanda Preston. Une histoire sur la recherche de sa voix authentique au milieu de la pression familiale. Écrite par une femme qui avait vécu ce voyage. J'ai envoyé des exemplaires dédicacés au professeur Martinez et à mon ancienne patronne de librairie, Eleanor. Je n'en ai pas envoyé à mes parents. 2 semaines avant la date de publication, j'ai reçu un email de mon père, la première communication directe de sa part en plus d'1 an. Amanda, ta mère a mentionné que tu as un autre livre qui sort. Félicitations. J'avais l'intention d'appeler, mais l'affaire Harrison a consommé tout mon temps. Thomas a du mal avec ses examens finaux et aurait besoin de tes conseils pour ses dissertations. Peut-être que tu pourrais l'appeler. Papa. Aucune mention de vouloir lire mon livre. Aucune question sur ma vie à New York. Juste une autre demande pour sauver Thomas. Je n'ai pas répondu. Mon jour de publication est arrivé avec une fanfare importante cette fois. Des articles dans les grands journaux, une présentation bien en vue dans tous les barnes et nobles du pays, une soirée de lancement dans une librairie branchée de Manhattan où des centaines de lecteurs faisaient la queue pour des dédicaces. Voir les gens acheter mon livre, pas seulement 1 ou 2, mais des dizaines, des centaines, était toujours indescriptible. J'ai dédicacé des livres pendant 3 heures d'affilée, discutant brièvement avec chaque lecteur, étonné que des étrangers se connectent à mes mots. Votre trilogie m'a aidé à traverser le divorce de mes parents, m'a dit une jeune femme. Ce nouveau livre. C'est comme si vous aviez écrit ma vie. Continuez à écrire votre propre histoire, lui ai-je dit, sur et en dehors de la page. La semaine suivante, mon téléphone a sonné. Le numéro de mon père, mais la voix de Thomas quand j'ai répondu. Amanda, ne raccroche pas, j'aurais dû, mais la curiosité l'a emporté. Que veux-tu, Thomas? J'ai vu ton livre à la librairie du campus. Il a l'air vraiment bien. Tu l'as vu ou tu l'as lu?
Je l'ai acheté, a-t-il admis. Je n'ai pas eu le temps de le lire encore, mais je le ferai. La fac de droit me tue. Ça a tendance à arriver quand on n'étudie pas, il a ri. Le même son insouciant dont je me souvenais. Ouais, eh bien, on n'est pas tous naturellement intelligents comme toi. Il ne s'agit pas d'être intelligent, Thomas. Il s'agit de travailler dur. Silence. Puis, maman ne l'admettra pas, mais elle est impressionnée. Je l'ai vu chercher tes livres en ligne. Je ne suis plus intéressé par son approbation. Elle garde l'article de journal sur toi dans le tiroir de son bureau. Je l'ai trouvé en cherchant des timbres. Je ne m'attendais pas à ça. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que tu me manques, Serette. Et j'échoue à la fac de droit et papa est déçu et maman fait semblant que tout va bien et toute la maison semble étrange sans que tu sois là à juger dans ton coin. Malgré tout, j'ai ri. Je ne jugeais pas, si, totalement. Avec tes livres et tes notes parfaites et ton truc de sourcil désapprobateur. Pendant un instant, c'était comme avant. Avant le manuscrit déchiré, avant l'argent de l'éducation volée, avant que je ne réalise à quel point l'amour de ma famille était conditionnel. Puis Thomas a dit, alors, j'ai cette dissertation à rendre lundi, et tu es si doué avec les mots. Et la réalité est revenue en force. Non, Thomas. Allez, Amanda. Je me noie. Alors apprends à nager ou engage un tuteur avec ses 87 000 $. Tu ne vas jamais laisser tomber, n'est-ce pas? Pas tant que tu n'auras pas gagné ta vie comme j'ai dû le faire. Il a soupiré de façon dramatique. Bien, sois comme ça. Mais au moins, parle à maman. Elle est impossible ces derniers temps. Ses problèmes ne sont plus les miens. Mais nous sommes une famille, a-t-il protesté. La famille se soutient mutuellement, ai-je dit doucement. La famille se présente aux remises de diplômes. La famille ne déchire pas les rêves de quelqu'un. Après avoir raccroché, j'ai également bloqué le numéro de Thomas. 2 jours plus tard, j'ai reçu mon premier relevé de redevance pour le nouveau livre. Il s'était vendu à 32 417 exemplaires la première semaine. Territoire de best-seller pour un roman littéraire. Assez respectable pour que mon éditeur demande immédiatement une réunion pour discuter de mon prochain projet. Assez respectable pour que je puisse maintenant me permettre un appartement avec vue sur Central Park. Assez respectable pour prouver que mes rêves n'étaient pas une blague après tout. Mon nouveau livre a été publié avec une publicité importante et les critiques ont été extrêmement positives. J'ai vendu les droits de traduction dans 20 pays. J'ai commencé à travailler sur mon prochain roman indépendant. C'est alors que j'ai reçu une carte de Noël de ma famille. Une photo de tout le monde souriant, y compris Thomas avec sa nouvelle Audi. Au dos, ma mère a écrit « Tu nous manques. Quand vas-tu dépasser cette phase et rentrer à la maison ?» Comme si j'avais une crise d'adolescence, et non pas en train de construire une carrière. J'ai renvoyé la carte avec une copie de mon livre et une note. Ce n'est pas une phase, c'est ma vie. Les mois qui ont suivi la sortie de mon livre se sont écoulés dans un tourbillon d'interviews, de séances de dédicaces et de festivals littéraires. Ma base de fans grandissante envoyait des messages enthousiastes via les réseaux sociaux. Les clubs de lecture à travers le pays ont sélectionné mon travail pour leur lecture mensuelle. Les écoles et les universités m'ont invité à parler à leurs étudiants. J'ai dit oui à tout, m'émerveillant de voir comment ces étrangers montraient plus d'intérêt pour mon travail que ma famille ne l'avait jamais fait. Mon prochain roman a pris forme rapidement. L'histoire s'écoulait avec confiance maintenant, sans le fardeau du doute. La protagoniste, une jeune journaliste découvrant des secrets de famille, grandissait en force tout comme je grandissais dans la mienne. Quand mon éditrice a demandé la première moitié du manuscrit, je l'ai livré 3 semaines en avance. C'est brillant, a-t-elle dit lors de notre appel de suivi. La confiance dans votre voix est palpable. Quoi que vous fassiez, continuez à le faire. Ce que je faisais, c'était vivre entièrement pour moi-même pour la première fois, faisant des choix basés sur mes désirs, non sur l'espoir de gagner l'approbation. En avril, un email est arrivé d'un festival littéraire de Boston. Il voulait que je sois une conférencière invitée à une table ronde sur la fiction innovante. Le moment coïncidait parfaitement avec la sortie en poche de mon dernier roman. J'ai regardé l'invitation pendant un long moment. Boston, mon ancienne maison, à quelques kilomètres de la maison de mes parents. J'ai accepté. Il était temps de reconquérir ce territoire comme le mien. La semaine avant le festival, j'ai reçu un autre email de ma mère.
Cette fois envoyée à mon adresse professionnelle indiquée sur mon site web. Amanda, nous avons entendu dire que tu seras à Boston le week-end prochain pour un événement littéraire. Ton père et moi aimerions te voir. Peut-être dîner samedi. Maman. Aucune mention de mon succès. Aucune reconnaissance du manuscrit déchiré ou de l'argent de l'éducation volée. Juste une attente que j'accepterai, comme je l'avais toujours fait auparavant. Je n'ai pas répondu. Le festival s'est tenu à l'université de Boston, mon alma mater. Traverser à nouveau le campus a provoqué un étrange mélange de nostalgie et de triomphe. Voici la bibliothèque où j'avais étudié tard dans la nuit. Voici le café où j'avais travaillé les matins. Voici le banc où le professeur Martinez m'avait dit pour la première fois que mon écriture était prometteuse. Et me voici maintenant, avec mon nom sur plusieurs best-sellers, invité à parler en tant qu'autorité. Ma table ronde était prévue pour samedi après-midi. Repousser les limites, innovation et fiction contemporaine. 3 autres auteurs acclamés et moi-même discutant de notre article. Le modérateur a interrogé sur nos plus grands défis. Un auteur a mentionné la gestion du temps. Un autre a parlé du syndrome de l'imposteur. Le 3e a discuté de la difficulté de trouver un agent. Quand mon tour est venu, j'ai pris une profonde inspiration. Mon plus grand défi a été de croire en moi quand personne d'autre ne le faisait, surtout ma famille. La salle est devenue silencieuse. Ma mère a déchiré mon premier manuscrit et a qualifié mon rêve de blague pathétique. Mon père n'a pas daigné assister à ma remise de diplôme universitaire. Mon frère a reçu l'argent qui était destiné à mes études. J'ai fait une pause, consciente de la tournure personnelle que cela avait prise. Mais ces expériences m'ont appris que la validation externe n'est pas nécessaire pour réussir. Parfois, les personnes les plus proches de nous sont les moins équipées pour reconnaître notre potentiel. Après la table ronde, une file s'est formée de participants voulant faire dédicacer leurs livres. J'ai signé copie après copie, discutant brièvement avec chaque lecteur. Toujours étonné que des étrangers se connectent à mes mots. La file s'est réduite jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule personne. Ma mère. Elle se tenait là, serrant mon dernier livre, l'édition reliée, ses pages clairement lues de nombreuses fois. Ses mains tremblaient légèrement. Bonjour, Amanda. J'ai gardé une expression neutre. Mère. Je suis surprise de vous voir ici. Vous n'avez pas répondu à mon email. J'ai été occupé. Elle a hoché la tête, jetant un coup d'œil à la foule du festival. Votre table ronde était éclairante. J'imagine. Elle a posé mon livre sur la table. Voudriez-vous le signer, s'il vous plaît? J'ai ouvert la couverture. Elle avait rempli les marges de notes, souligné des passages, corné des pages. Ce n'était pas pour la frime. Elle l'avait vraiment lu, étudié même. À qui dois-je le dédicacer? Ai-je demandé, ma voix professionnelle fermement en place. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. À votre mère, bien sûr. J'ai signé. À Joan Preston. Puissiez-vous trouver de la magie dans des endroits inattendus. Amanda Preston. Pas, maman, pas, avec amour, juste mon nom, tel qu'il apparaissait sur la couverture. Elle a repris le livre, ses doigts traînant sur ma signature. Ton père voulait venir, mais l'affaire Jacobson est très importante. Je sais. Thomas a demandé de tes nouvelles. Il fait une pause dans ses études de droit. J'ai entendu. La 3e fac n'a pas porté chance, je suppose. Elle a tressailli. Il trouve sa voie. Avec un coussin de 87 000 $, je suis sûr qu'il atterrira en douceur. Elle a serré le livre plus fort. Amanda, je sais que tu es en colère. Je ne suis plus en colère, ai-je interrompu, et j'ai réalisé que c'était vrai. Je suis indifférente. Il y a une différence. Nous sommes toujours ta famille. La biologie ne vous donne pas droit à une relation avec moi. Ses yeux se sont remplis de larmes. Pas les larmes manipulatrices que j'avais vues auparavant quand elle voulait quelque chose, mais des larmes authentiques qui ont fait couler son mascara. Tu me manques. L'idée de moi te manque, ai-je corrigé. La fille qui sacrifierait tout pour te plaire. Elle n'existe plus. Je me suis levé, rassemblant mes affaires. Le personnel du festival commençait à vider la salle pour le prochain événement. Votre livre, a dit soudain ma mère. Il est magnifique, la façon dont vous écrivez sur les gens qui trouvent leur propre voie.
C'est comme si vous me parliez directement. Pour la première fois, j'ai entendu quelque chose de nouveau dans sa voix. Quelque chose qui ressemblait presque à du respect. Merci, ai-je dit, incertaine de la façon de répondre à cette version de ma mère. J'avais tort, a-t-elle murmuré. Sur votre écriture, surtout. J'ai mis mon sac à l'épaule. Oui, vous aviez tort. Pouvons-nous recommencer? Je l'ai regardé. Vraiment regardé pour la première fois depuis des années. Les cheveux soigneusement entretenus montrant maintenant des racines. La tenue de créateur datant de plusieurs saisons. Le désespoir dans ses yeux. Non, ai-je dit doucement. Nous ne pouvons pas recommencer. Trop de choses se sont passées. Mais peut-être que nous pouvons commencer à partir d'ici. De nouvelles conditions. Mes conditions. Elle a hoché la tête rapidement. N'importe quoi. J'ai besoin de temps, d'espace et de respect pour mes limites. Bien sûr. Et plus d'appels sur les devoirs de Thomas. Un petit sourire. Il a complètement abandonné le mois dernier. Il dit qu'il veut ouvrir un café. Malgré tout, j'ai ri. Tant mieux pour lui. Alors que je m'éloignais, elle a appelé après moi. Ton père lit aussi tes livres. Il en est au chapitre 3 de ton premier roman. Je ne me suis pas retourné, mais je me suis permis un petit sourire. Non pas parce que j'avais encore besoin de leur approbation, mais parce que cela ressemblait à une justice poétique. Il lisait enfin mes mots, et cette fois, il ne pouvait pas les déchirer. 2 ans ont passé. Ma carrière littéraire a prospéré avec chaque nouvelle sortie. Mon 5e livre, un roman contemporain sur les secrets de famille, est entré dans la liste des best-sellers du New York Times à la première place. Ma trilogie avait été optionnée pour une adaptation cinématographique majeure. J'ai déménagé dans un appartement avec vue sur Central Park. J'ai commencé à recevoir des lettres et des emails de lecteurs du monde entier. Et puis j'ai reçu une invitation à apparaître dans A Tonight with Brady Collins, l'une des émissions de talk-show les plus regardées d'Amérique. Nous avons parlé de mes livres, du film en cours de production, de mon parcours. Y a-t-il eu un moment où vous avez voulu abandonner, a demandé Brady. J'ai hésité, puis j'ai raconté l'histoire du manuscrit déchiré. Quelqu'un de très proche de moi a détruit mon premier manuscrit quand j'avais 18 ans et a dit que mon rêve était une blague. Ce moment m'a donné envie de leur prouver qu'ils avaient tort. L'émission a été diffusée un mercredi soir, à l'anniversaire de ce jour fatidique où ma mère avait déchiré mon manuscrit. À 23h42, j'ai reçu un SMS de ma mère. Je t'ai vu à la télé. Le lendemain matin de la diffusion de l'émission de Brady Collins, mon téléphone a explosé de notifications. Le nombre de mes abonnés sur les réseaux sociaux a doublé du jour au lendemain. Mon agent a appelé à 7h du matin avec des nouvelles de vente de droits internationaux dans 12 nouveaux pays. Mon éditeur voulait avancer la date de sortie de mon prochain livre pour capitaliser sur l'élan. Tu es tendance, Amanda, a dit mon agent, l'excitation dans sa voix palpable même au téléphone. Le hashtag plus une plaisanterie est partout. J'ai vérifié Twitter et j'ai trouvé des milliers de messages d'écrivains en herbe partageant des histoires de rejet, de découragement, de rêves jugés irréalistes, chacun se terminant par mon hashtag. J'avais touché une corde sensible, non seulement avec mes livres, mais avec mon histoire. Le clip de moi racontant à Brady l'histoire de mon manuscrit déchiré était devenu viral, extrait de l'interview complète et partagé des millions de fois. En 2 minutes, j'étais devenu plus qu'un auteur. J'étais devenu un symbole de résilience. Nous recevons des demandes d'apparition, a poursuivi mon agent. Des talk-shows, des podcasts, des discours de remise de diplôme. Le Today Show te veut la semaine prochaine. Good Morning America la semaine d'après. C'était écrasant, exaltant, terrifiant. Et l'écriture, ai-je demandé. J'ai des délais. Nous protégerons ton temps d'écriture, a-t-elle promis. Mais Amanda, c'est énorme. C'est ton moment. Mon moment. 3 mots que je ne m'attendais jamais à entendre. Cette nuit-là, j'ai regardé la vue sur Central Park que je n'aurais jamais rêvé de pouvoir me permettre. Des lumières scintillant comme des étoiles terrestres. La ville qui m'avait accueilli quand ma propre famille ne l'avait pas fait. Mon téléphone s'est allumé avec un autre texto de ma mère. Ton père a aussi vu l'interview. Pour la première fois en 3 ans, il veut te parler. J'ai répondu, je suis occupé avec des interviews pour les prochaines semaines. Après ça, peut-être.
Sa réponse est venue immédiatement. Nous attendrons aussi longtemps qu'il le faudra. Le tourbillon médiatique qui a suivi l'apparition chez Brady Collins était vertigineux. Des photographes devant mon appartement. Des demandes d'interview inondant ma boîte de réception. Du courrier de fans livré dans de vrais sacs. L'apparition au Today Show a mené à un segment où les téléspectateurs ont partagé leurs propres histoires de persévérance. Good Morning America m'a surprise en faisant venir le professeur Martinez sur scène. Elle avait gardé mon secret toutes ces années, ne disant jamais à l'animateur quel était le mentor que j'avais mentionné dans des interviews précédentes. Nous nous sommes serrés dans les bras à la télévision nationale, toutes les deux en larmes. Je te l'avais dit, m'a-t-elle murmuré à l'oreille. Je t'ai toujours dit que tes mots comptaient. Lors d'une séance de dédicace à Chicago, une adolescente s'est approchée de ma table, les yeux rouges de larmes. Mes parents ont brûlé mes œuvres d'art le mois dernier, a-t-elle dit, la voix tremblante. Ils ont dit que l'école d'art était une perte d'argent. Mais je vous ai vu chez Brady Collins et j'ai quand même postulé. J'ai été accepté avec une bourse. J'ai dédicacé son livre à Emma, qui connaît sa valeur. Ton art compte. Tes rêves comptent. Tu comptes. Elle m'a serré si fort que j'ai à peine pu respirer. Cette nuit-là, dans ma chambre d'hôtel, j'ai pensé à tous les parents qui rejetaient les rêves de leurs enfants. Tout le potentiel éteint par des gens qui auraient dû être les premiers à y croire. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire une nouvelle histoire. Pas de la fiction cette fois, mais la réalité. Ma réalité. La vérité complète et sans phare sur le fait de grandir en tant qu'enfant défavorisé. Sur le fait de voir mes rêves moqués et mon talent rejeté, sur le fait de trouver de la force dans le rejet. 3 semaines plus tard, j'ai envoyé le manuscrit complet à mon éditrice avec une note. C'est différent de mon travail habituel. C'est mon histoire, ma vérité. J'ai besoin de la raconter. Sa réponse est arrivée le même jour. C'est brillant, Amanda. Brut, honnête et puissant. C'est le livre que vous avez toujours été destiné à écrire. Nous avons accéléré la publication. Pas une blague, un mémoire, serait publié dans 6 mois, un calendrier inhabituellement rapide dans l'édition. L'annonce a généré une autre vague d'attention médiatique. Plus d'interviews, plus d'apparitions, plus d'opportunités de partager mon message. Lors d'une interview radio, l'animateur a demandé si je m'étais réconcilié avec ma famille. Pas encore, ai-je admis. Certaines blessures prennent du temps à guérir, et certaines ne guérissent jamais, a suggéré l'animateur. Peut-être. Mais je suis ouverte à la possibilité d'une nouvelle relation selon mes conditions, pas les leurs. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Le numéro de mon père. J'ai failli ne pas répondre. Presque. Bonjour, Amanda. La voix de mon père, si formelle et distante même maintenant. J'ai vu votre interview aujourd'hui. Laquelle? Il y en a eu 3. La radio. NPR. Bien sûr, il écoutait NPR. Intellectuel, respectable, conforme à l'image de Robert Preston, Esquire. Qu'en avez-vous pensé, ai-je demandé, me surprenant moi-même avec la question. Quand avais-je recommencé à me soucier de son opinion? Je pense. Il a fait une pause et je l'ai entendu prendre une profonde inspiration. Je pense que j'ai échoué en tant que père. L'aveu m'a laissé sans voix. J'étais si occupé à construire une carrière, à subvenir aux besoins financiers que j'ai manqué ce qui se passait dans ma propre maison. Le favoritisme, le découragement. J'aurais dû être là. J'aurais dû voir. Oui, ai-je dit simplement. Vous auriez dû. Ta mère et moi, nous avons parlé de ce qui n'allait pas, de la façon de réparer les choses, si c'est même possible. Je ne sais pas si ça l'est. Nous non plus, a-t-il admis, mais nous aimerions essayer. Si vous le voulez bien. J'ai pensé aux mémoires que je venais d'écrire, à la douleur que j'avais excavée, à la guérison que j'avais commencée. Je viens à Boston le mois prochain pour une dédicace, ai-je finalement dit. On pourra prendre un café après. Merci, a-t-il dit, sa voix épaisse d'une émotion que je n'avais jamais entendue auparavant. Nous serons là. Après avoir raccroché, j'ai fixé mon téléphone, me demandant si je venais de faire une terrible erreur ou de faire le premier pas vers quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, je faisais le choix depuis une position de force, pas de faiblesse, de succès, pas de besoin. Et cela faisait toute la différence.
Je n'ai pas répondu au texto de ma mère. 3 mois plus tard, je faisais une séance de dédicace dans une librairie de ma ville natale dans le cadre de la tournée nationale pour le lancement de mon nouveau livre. La file s'étendait autour du centre commercial, 2 heures d'attente pour un autographe et une photo. C'est là que je l'ai vue. Ma mère, tenant mon dernier livre. Les pages clairement bien feuilletées et marquées. Quand ce fut son tour, ses mains tremblaient. « Bonjour, j'aimerais un autographe, s'il vous plaît. » Comme si nous étions des étrangers. Comme si elle n'était pas la femme qui avait réduit mon rêve en miettes. « À qui dois-je le dédicacer ?» ai-je demandé, gardant ma voix professionnelle. « À votre mère, qui est très désolée, » a-t-elle répondu, les larmes aux yeux. La file derrière elle était énorme, des dizaines de personnes attendaient. J'ai signé, à Joanne, qui comprendra un jour le pouvoir des mots. Amanda. Elle est restée là, attendant quelque chose de plus. La file est longue, ai-je dit simplement, et j'ai appelé la personne suivante. Le reste de la séance de dédicace s'est déroulé dans un flou. J'ai griffonné mon nom des centaines de fois, posé pour d'innombrables photos, répondu aux mêmes questions encore et encore avec des réponses préparées. Mais mon esprit revenait sans cesse à ma mère. La façon dont ses mains avaient tremblé, l'humilité inhabituelle dans sa voix, les larmes qui semblaient pour une fois authentiques. Après le départ du dernier lecteur, le gérant de la librairie s'est approché avec une petite enveloppe. « Votre mère m'a demandé de vous donner ceci. Elle a attendu jusqu'à la fin, mais a dû partir pour un rendez-vous. » J'ai regardé l'enveloppe de couleur crème, mon nom écrit de la main précise de ma mère, la même écriture qui avait annoté les autorisations scolaires, les listes de courses et les mots excusant Thomas de ses devoirs. « Merci », ai-je dit, en la glissant dans mon sac sans l'ouvrir. De retour dans ma chambre d'hôtel, j'ai commandé le service en chambre, j'ai pris une longue douche et j'ai répondu aux emails urgents. L'enveloppe est restée sur le bureau, intacte. Finalement, vers minuit, je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait un chèque de 87 000 $ et une note. « Ceci a toujours été à toi. Je suis désolé que ce soit si tard. Maman. » J'ai regardé le chèque, les émotions tourbillonnant. Trop peu, trop tard. Peut-être. Un geste significatif. Peut-être. Une reconnaissance de l'erreur. Certainement. J'ai pris mon téléphone, j'ai hésité, puis j'ai appelé le numéro que j'avais bloqué il y a des années. Amanda. Ma mère a répondu à la première sonnerie, semblant bien éveillée malgré l'heure. C'est bien toi. J'ai reçu ton chèque. Oh. Elle avait l'air déçue, comme si elle avait espéré que j'appelais pour une autre raison. Est-ce que tu vas-tu l'encaisser? J'ai regardé le montant qui avait autrefois représenté mon avenir, mon éducation, la croyance de mes parents en moi. Maintenant, il représentait autre chose. Une tentative d'expiation. Non, ai-je finalement dit. Je n'en ai plus besoin. S'il te plaît, a-t-elle dit, sa voix se brisant. S'il te plaît, prends-le. Utilise-le pour quelque chose d'important. Tes prochaines recherches de livres, des vacances, n'importe quoi. Je gagne plus que ça sur une seule vente de droits étrangers maintenant, maman. Silence. Puis, je suis fier de toi, Amanda. Je sais que ça ne t'importe plus, mais je suis si fier. Les mots que j'avais désiré entendre pendant des décennies. Maintenant, ils atterrissaient avec une étrange vacuité. Merci, ai-je dit, parce que le conditionnement social est profond. Ton père voulait venir à la dédicace, mais il avait une comparution au tribunal qu'il ne pouvait pas reporter. Il a lu tous tes livres. Vraiment? Je ne pouvais pas cacher le scepticisme de ma voix. Oui. Il les garde sur sa table de chevet. Parfois, je l'entends lire des passages à voix haute quand il pense que je dors. L'image était si inattendue, si en contradiction avec mes souvenirs de mon père que j'ai presque ri. Amanda, pourrions-nous nous voir avant que tu ne quittes la ville? Juste pour un café? J'ai pensé au mémoire sur lequel je travaillais. Le récit brut et honnête de mon enfance, du favoritisme de ma famille, de ma lutte pour la reconnaissance. L'histoire que j'avais gardée en moi si longtemps, maintenant façonnée en pages que des milliers de personnes liraient. Je pars demain matin, ai-je dit. Volto pour Chicago. Oh. La déception dans sa voix était palpable. La prochaine fois, peut-être. Peut-être. J'ai raccroché,
tenant toujours le chèque. Après un moment de réflexion, je les déchirai en petits morceaux et je les ai laissés flotter dans la corbeille à papier. Certaines dettes ne pouvaient pas être remboursées avec de l'argent. La séance de dédicace de Chicago était encore plus grande que celle de ma ville natale. Le succès de mon mémoire avait fait boule de neige chaque semaine, apportant plus d'attention médiatique et de réponses des lecteurs. Des producteurs de cinéma avaient déjà contacté pour les droits d'adaptation. Pendant la session de questions-réponses, une femme d'une cinquantaine d'années a levé la main. Que diriez-vous aux parents qui découragent les rêves créatifs de leurs enfants? J'ai pris une profonde inspiration, pensant au chèque déchiré dans une corbeille à papier d'un hôtel de Boston. Je dirais qu'à chaque fois que vous rejetez la passion d'un enfant, vous déchirez quelque chose de précieux, quelque chose qui pourrait ne jamais être réparé. La femme a hoché la tête, les larmes aux yeux. Je dois passer quelques appels, a-t-elle murmuré, en se levant de son siège. Après l'événement, ma publiciste m'a tendu une enveloppe élégante. Livraison spéciale arrivée par coursier pendant la dédicace. À l'intérieur se trouvait une invitation à un gala littéraire à New York le mois suivant. J'avais été sélectionné pour recevoir le prix « Nouvelle Voix » décerné aux auteurs dont l'œuvre représente l'avenir de la littérature américaine. J'ai passé mes doigts sur le lettrage en relief, me souvenant comment j'avais autrefois rêvé d'une telle reconnaissance en écrivant à mon bureau improvisé dans un minuscule appartement de Boston. Ils autorisent un court message vidéo des membres de la famille, a noté ma publiciste. Pour vous féliciter. Devrais-je contacter vos parents? J'ai hésité, pensant aux mains tremblantes de ma mère, à mon père lisant mes livres à voix haute dans l'obscurité. Le chèque déchiré. Non, ai-je décidé, mais il y a quelqu'un d'autre. La nuit du gala est arrivée. Je portais une robe bleu nuit qui coûtait plus de 6 mois de loyer de mon premier appartement à New York. Mon agent m'accompagnait, rayonnant de fierté alors que nous marchions sur le tapis rouge. Quand ils ont appelé mon nom pour recevoir le prix, les écrans géants ont affiché un message vidéo du professeur Martinez. Amanda a toujours été destinée à la grandeur, a-t-elle dit, son visage familier me faisant monter les larmes aux yeux. Son talent était évident dès la première page qu'elle a partagée avec moi. Mais ce qui la rend vraiment exceptionnelle, ce n'est pas seulement son don avec les mots. C'est sa détermination, sa résilience, son refus de laisser quiconque définir sa valeur. J'ai accepté le trophée de cristal les mains tremblantes. Merci. À l'Académie, à mes éditeurs, à mes lecteurs. Puis, m'écartant de mon discours préparé, j'ai ajouté, et à ceux qui m'ont dit un jour que mes rêves étaient une blague, merci. Vous m'avez donné quelque chose à prouver. Les applaudissements ont été tonitruants. Plus tard dans la nuit, alors que ma voiture s'éloignait du lieu, mon téléphone a sonné avec un texto. Numéro inconnu, mais j'ai reconnu immédiatement le style d'écriture de Thomas. Je t'ai vu sur le direct. Belle robe, discours encore plus beau. Pour ce que ça vaut, je suis désolé aussi. PS maman et papa ont regardé ensemble. Maman a pleuré tout le temps. Je n'ai pas répondu, mais je ne l'ai pas non plus supprimé. Certains ponts restaient brûlés. D'autres, peut-être, pouvaient encore être construits. Non pas parce que j'en avais encore besoin, mais parce que j'étais assez forte maintenant pour décider quelle relation méritait une seconde chance. Selon mes conditions. Toujours selon mes conditions. Une semaine plus tard, j'ai accepté de rencontrer ma mère pour un café. Elle a apporté tous mes livres, chacun avec des annotations dans les marges. Je les ai tous lus 3 fois, a-t-elle dit. Tu es talentueuse, Amanda. Plus talentueuse que je ne l'aurais jamais imaginé. Ce n'était pas assez, mais c'était un début. Je lui ai parlé du film, des lettres de lecteur, de la vie que j'avais construite seule. Je suis fier de toi, a-t-elle dit. Mais j'aurais aimé que tu fasses tout ça avec notre soutien. J'ai souri. Moi aussi. Mais peut-être que je n'aurais pas trouvé ma force si je n'avais pas eu à me battre si durement. J'ai demandé des nouvelles de mon père. Il est occupé avec une affaire importante, a-t-elle répondu, comme toujours. J'ai réalisé que certaines choses ne changent jamais. Nous ne sommes pas redevenus proches comme avant. Certaines blessures sont trop profondes. Mais nous avons trouvé un nouveau type de relation, basé sur le respect. Au lancement de mon 5e livre, ma mère est venue. Même Thomas, qui avait abandonné la fac de droit pour ouvrir un café. Tu m'as inspiré à suivre mon propre chemin, a-t-il dit. Et j'ai réalisé que ma plus grande victoire n'était pas de leur prouver qu'ils avaient tort.
C'était de découvrir que j'avais eu raison sur moi-même depuis le début. Le café que Thomas a choisi pour notre rencontre était au cœur du centre-ville, branché et animé par les navetteurs du matin. Pas le cadre calme et intime que j'aurais préféré pour notre première vraie conversation depuis des années, mais c'était peut-être intentionnel. Les espaces publics rendent les crises de nerfs privés moins probables. Je suis arrivé 15 minutes en avance, j'ai pris une table dans un coin et j'ai commandé un simple café noir. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Je vivais toujours frugalement malgré mon compte en banque à 7 chiffres. Ma mère est arrivée précisément à l'heure, semblant à la fois familière et étrangère. Ses cheveux étaient plus gris que dans mon souvenir, sa tenue de créateur légèrement démodée. Elle portait un grand sac fourre-tout qui semblait la lester. « Amanda » a-t-elle dit, mon nom comme si elle le testait, incertaine de son accueil. J'ai désigné la chaise en face de moi. « Maman. » Elle s'est assise, plaçant son sac soigneusement par terre à côté d'elle. « Merci de me rencontrer. » De rien. Formel, poli. La façon dont je parlerais à une connaissance, pas à une mère. Nous sommes restés assises dans un silence gêné pendant que le barista apportait son latte. Elle a enroulé ses mains autour de la tasse, semblant puiser de la force dans sa chaleur. « J'ai suivi ta carrière » a-t-elle finalement dit. Les livres, le contrat pour le film, les prix. Je sais, Thomas a mentionné. Elle a hoché la tête, prenant une gorgée prudente. Il se débrouille bien avec son café. Il te l'a dit? Non, nous n'avons pas parlé directement. Oh. Elle avait l'air déçue. C'est dans le quartier universitaire. Le café tourne la page, nommé d'après ton premier livre. Cela m'a surprise. Vraiment? Oui. Il est. Il est fier de toi, Amanda. Nous le sommes tous. J'ai pris une lente inspiration. Cela aurait signifié beaucoup il y a des années. Elle a tressailli mais a hoché la tête. Je mérite ça. Un autre silence, moins gênant maintenant, plus contemplatif. Elle a fouillé dans son sac et en a sorti une pile de livres. Mes livres. Chacun visiblement bien lu. Pages marquées de languettes colorées, marges remplies de notes. Je les ai tous lus plusieurs fois, a-t-elle dit, en les poussant légèrement vers moi. Tu as créé quelque chose de magique, Amanda. Des mondes dont je ne soupçonnais pas l'existence en toi. J'ai touché le livre du dessus, passant mon doigt le long de sa tranche usée. Tu n'as jamais demandé ce qui existait en moi. C'était ça le problème. Je sais. Sa voix était à peine un murmure. J'étais tellement concentré sur ce que je pensais que tu devrais être que je n'ai jamais vu qui tu étais vraiment. Pour la première fois, j'ai entendu un regret sincère dans sa voix. Pas un remords de façade, pas une obligation sociale, mais une véritable compréhension de ce qu'elle avait perdu. Qu'est-ce qui a changé, ai-je demandé. Pourquoi maintenant, après toutes ces années? Elle a regardé par la fenêtre, rassemblant ses pensées. Te voir à la télévision, entendre d'autres personnes louer ton travail. Au début, j'étais juste fier d'une manière superficielle. Ma fille, l'auteur célèbre. Elle a fait une pause, prenant une autre gorgée de son latte. Mais ensuite, j'ai vraiment lu tes livres. Vraiment lu. Et j'ai vu ton âme sur ces pages, Amanda. La profondeur de ton talent, la façon dont tu comprends les gens. Même si je ne t'ai jamais vraiment comprise. Elle a rencontré mes yeux directement. Et j'ai réalisé ce que j'avais jeté. Pas seulement une relation avec ma fille, mais avec une personne extraordinaire que je n'ai jamais pris le temps de connaître. J'ai senti la piqûre familière des larmes, mais j'ai refusé de les laisser tomber. Ça a fait mal si longtemps. Je sais. Et je suis désolé. Plus désolé que je ne peux l'exprimer. Où est papa dans tout ça? Ai-je demandé, changeant de sujet avant que l'émotion ne me submerge. Son sourire est devenu triste. Comme toujours. Travaillant, distant. Il a lu tes livres aussi, cependant. Il les garde dans son bureau. Mais il n'a pas pu trouver le temps de venir aujourd'hui. L'affaire Jensen, a-t-elle dit, l'excuse familière sonnant creux même à ses propres oreilles. Mais il veut te voir quand ce sera terminé. J'ai hoché la tête, sans surprise. Certaines personnes ne changent jamais. Et Thomas, ai-je demandé. Comment est-il passé d'étudiant en droit raté à propriétaire de café? Après sa 3e tentative à la fac de droit, il a finalement admis qu'il le faisait seulement pour ton père.
Le lendemain de son abandon, il nous a dit qu'il voulait ouvrir un café. Elle a ri doucement. Robert a failli avoir une crise cardiaque. Je parie. Mais Thomas a tenu bon. Il a dit qu'il t'avait vu suivre ton rêve malgré tout, et que ça l'avait inspiré. J'ai haussé un sourcil. Il a dit ça? Oui. Il a utilisé sa part du fonds d'éducation pour démarrer l'entreprise. Elle a hésité. L'argent qui aurait dû être partagé équitablement entre vous? J'ai haussé les épaules. C'est de l'histoire ancienne maintenant. Ne dis pas ça. Je peux le voir sur ton visage. Vraiment? J'ai fait la paix avec ça, ai-je dit honnêtement. Ma lutte a fait de moi ce que je suis. Serais-je devenu cette personne avec un chemin facile? Je ne sais pas, elle a hoché la tête lentement. Ton nouveau livre, le mémoire. Il sort le mois prochain. Oui. Et il parle de nous, de ton enfance. Il parle de mon parcours. Toi et papa faites partie de cette histoire. Elle a pris une profonde inspiration. Est-ce que sommes-nous? C'est honnête, ai-je dit simplement. Pas vindicatif, mais honnête. Je vois, elle a redressé les épaules. Eh bien, nous méritons tout ce que tu as écrit. Cette acceptation, cette prise de responsabilité était peut-être le développement le plus surprenant de tous. Voudrais-tu lire une épreuve, ai-je offert impulsivement, avant sa publication? Ses yeux se sont écarquillés. Tu me laisserais faire ça? Ça semble juste. Tu devrais savoir ce qui arrive. Merci, a-t-elle murmuré. J'aimerais beaucoup. Alors que nous finissions nos cafés, elle a posé des questions sur l'adaptation cinématographique, mon appartement à New York, ma routine d'écriture. Des questions normales, le genre que les mères posent généralement à leurs filles, le genre qu'elle aurait dû poser depuis le début. Quand il a été temps de partir, elle a hésité, puis a demandé, pourrais-je? Serait-il acceptable que je te serre dans mes bras? J'ai envisagé de refuser, de maintenir la limite, de garder la distance qui m'avait protégé si longtemps. Au lieu de cela, je me suis levé et j'ai ouvert les bras. Son étreinte était hésitante au début, puis féroce, comme si elle craignait que je ne disparaisse à nouveau. J'ai senti ses larmes contre mon cou. Son murmure, je suis désolé, contre mes cheveux. Je n'ai pas dit, ce n'est pas grave. Parce que ça ne l'était pas. Je n'ai pas dit, je te pardonne. Parce que je n'étais pas sûr de le faire. Pas complètement. Mais je l'ai serré dans mes bras en retour, reconnaissant la possibilité que quelque chose de nouveau puisse naître des cendres de ce qui avait été détruit. 2 mois plus tard, mon mémoire est arrivé en librairie. Pas une blague, le parcours d'un écrivain est devenu un best-seller instantané, trouvant un écho auprès des lecteurs qui voyaient leur propre lutte se refléter dans mon histoire. Le matin de sa sortie, j'ai reçu un texto de Thomas. Je viens d'acheter ton livre. La file était longue devant mon café. Les gens n'arrêtaient pas de me demander si je suis ce Thomas. Bizarre d'être un personnage dans l'histoire de quelqu'un d'autre. PS ton honnêteté brutale me rapporte une fortune en vente de café. J'ai ri aux éclats, puis je me suis surprise à répondre, heureux d'aider ton entreprise. Peut-être que je passerai la prochaine fois que je serai en ville. Sa réponse est venue immédiatement. La porte est toujours ouverte. Café gratuit à vie pour ma célèbre sœur. À la soirée de lancement de mon mémoire, j'ai balayé du regard la salle bondée à la recherche de visages familiers. Mon agent, mes éditeurs, des confrères auteurs, des journalistes, et, se tenant un peu maladroitement près du fond, ma mère. Je lui avais envoyé l'épreuve comme promis. Elle avait appelé après l'avoir lu, la voix pleine de larmes, disant seulement « C'est magnifique, Amanda ». Et nous avions tellement tort. Maintenant, elle serrait un exemplaire publié, attendant patiemment que je dédicace des livres et pose pour des photos. Quand la file s'est finalement réduite, elle s'est approchée. « Félicitations », a-t-elle dit, sa voix stable malgré sa nervosité évidente. « C'est merveilleux de te voir célébrer comme ça. » « Merci d'être venu, ai-je répondu, sincèrement heureuse de la voir. « Ton père voulait être là », a-t-elle commencé, l'excuse familière prête sur ses lèvres. Mais l'affaire Harrison. Point a pris tout son temps, ai-je terminé pour elle, incapable de cacher une pointe d'agacement dans ma voix. Elle m'a surprise en riant. En fait, non. Il a un rhume. Premier jour de maladie qu'il prend en 30 ans. Il a été assez dramatique à ce sujet. J'ai souri malgré moi.
Certaines choses ne changent jamais. Et certaines choses changent, a-t-elle répliqué, jetant un regard significatif à mon succès, à notre conversation civile. Alors que nous étions là, une femme âgée s'est approchée, serrant mon mémoire avec des mains tremblantes. Je voulais juste vous remercier, m'a-t-elle dit, les yeux pleins de larmes. Ma fille et moi ne nous parlions plus depuis 12 ans. J'ai lu votre livre d'une traite la nuit dernière et je l'ai appelé ce matin. Nous allons déjeuner ensemble la semaine prochaine. J'ai senti mes propres yeux se remplir. J'espère que ça se passera bien. Même si ce n'est pas le cas, a dit la femme, au moins nous essayons. Grâce à vous. Après son départ, ma mère m'a touché doucement le bras. Tu as fait plus qu'écrire des livres, Amanda. Tu as changé des vies, y compris les nôtres. Nos vies? Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Oui, a-t-elle acquiescé. Y compris les nôtres. Nous ne sommes pas devenus les meilleurs amis du monde. Nous n'avons pas effacé le passé. Les blessures étaient trop profondes, l'histoire trop complexe pour des résolutions de contes de fées. Mais nous avons construit quelque chose de nouveau. Une relation basée sur ce que nous étions maintenant, non sur ce que nous avions été. Une connexion fondée sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation ou le contrôle. Mon père a finalement émergé de son travail assez longtemps pour dîner avec moi lors de ma prochaine tournée de promotion. Guindé, formel, mais essayant à sa manière limitée. Le café de Thomas est devenu une étape populaire de mon circuit de promotion de livres, notre rivalité d'enfance se transformant en camaraderie d'adulte. Et ma mère, elle est devenue ma lectrice la plus dévouée, la première dans la file à chaque dédicace, disant fièrement aux étrangers, ma fille a écrit ça. Des mots qu'elle aurait dû dire des décennies plus tôt, mais j'avais appris que certains voyages prennent plus de temps que d'autres. À la première du film adapté de mon premier roman, je me tenais sur le tapis rouge, les flashs des appareils photo crépitants, les journalistes appelant mon nom, si différente de la jeune fille discrète dont les rêves avaient été autrefois réduits en miettes. Qu'est-ce que ça fait de voir votre livre sur grand écran, a demandé un journaliste. J'ai pensé au long chemin parcouru depuis ce jour dévastateur dans la cuisine de mes parents jusqu'à ce moment de triomphe. C'est une justification, ai-je dit honnêtement. Mais aussi une grâce. Parfois, les personnes qui nous blessent le plus deviennent le catalyseur de notre plus grande croissance. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un texto de ma mère. Nous avons regardé les interviews. Tes mots sur la croissance et la grâce. Merci d'être plus grande que nos erreurs. J'ai souri au message, puis j'ai rangé mon téléphone pour me concentrer sur la célébration qui m'entourait. Ma célébration, mon moment, ma vie, construite mot par mot, histoire par histoire, choix par choix. Non pas définie par ce qui m'avait été enlevé, mais par ce que j'avais créé pour moi-même. Si cette histoire a résonné en vous de quelque manière que ce soit, assurez-vous d'aimer et de vous abonner. Et rappelez-vous, vos rêves ne sont pas une blague. Parfois, le plus grand acte d'amour-propre est de croire en soi quand personne d'autre ne le fait.